Alors, plaisir, convivialité, liberté, osons le mot. On va parler de tout cela maintenant et c'est Yanis Constantinides qui va nous rejoindre pour cela. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Philosophe, professeur à l'école Boulle, à la faculté de médecine. Vous vous intéressez entre autres aux questions de liberté alimentaire. Ce qui est intéressant, c'est que pour les Français, on vient de le voir, hein, la viande, ça rime avec le plaisir et pour une écrasante majorité. Mais quand on regarde le débat public, et les médias, que j'ai quittés, donc je peux les critiquer, les détracteurs de la consommation de viande, finalement, ils ont déplacé le curseur. On ne parle plus de l'aspect santé ou plaisir. On a l'impression que tout ça est devenu une question morale. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je vais répondre tout de suite, Jérôme, mais je voudrais d'abord remercier Vanessa Ibarlucea et Hélène Courade pour les échanges qu'on a eus avant cette intervention. Hélène Courade qui dirige avec un point de fer dans un gant de velours Culture Viande. Et je veux dire aussi mon plaisir de rencontrer Brahim Asloum en vrai. Quand je l'ai connu à la télé, il était blond, il s'était en brun depuis. Voilà. Et Brahim, mon fils... Brahim, mon fils, veut absolument un autographe, sinon il m'a dit qu'il irait vivre chez sa mère. Voilà, il faut absolument un autographe très, très long et gentil pour lui. Voilà, mais j'ai adoré votre intervention. Alors, pourquoi est-ce que c'est un... Il y a une morale. Alors... on a vu tout à l'heure le reportage que je trouve un peu biaisé. 0,4% seulement de véganes ou de végétaliens, 1,8% de végétariens. Ils sont bien 40% dans certains quartiers de Paris, on est d'accord. Et enseignant dans une école d'art, je peux vous dire que alors les classes de filles, par exemple, les classes d'événements, aucune ne mange de la viande. Je ne dis pas que c'est un phénomène. Alors évidemment, on ne peut pas déduire des vérités d'une école d'art, absolument pas. Mais je dis que c'est un phénomène en pleine croissance. Et on va parler aussi de l'orthorexie qu'a évoqué le professeur Legrand. Orthorexie, c'est un mot qui vient du grec. Orexie, c'est l'appétit, vous savez. Orthos, c'est redresser, c'est rendre droit, vous voyez. Donc, en fait, on est en train de discipliner l'appétit. On perd la spontanéité du repas. Vous êtes d'accord ? La spontanéité, le plaisir de manger, le plaisir innocent de manger qu'on a enfant. Hein ? On est tous un peu, il y a peut-être 0,4% de véganes déclarés, mais on est tous un peu orthorexiques, vous savez, notamment, enfin, en particulier les femmes, qui regarde les gâteaux, un Paris-Brest, c'est le diable, vous êtes d'accord ? Bombe calorique, est-ce qu'on peut se le permettre, etc. Aujourd'hui, tout le monde, pas vous certainement, vous êtes un public particulier aussi, mais tout le monde aujourd'hui surveille un peu son alimentation, surveillance policière et morale, hein. C'est ce que je voudrais montrer. Philippe Muret, qui est un auteur très grinçant, très percutant, qui est décédé maintenant, se moquait un peu de la diététique qui va vers le bien moral aussi. Professeur Legrand vous a montré les biais de certaines études qui sont très discutables. L'idéologie affecte même la communauté scientifique aujourd'hui. Donc Philippe Muret disait, vous voyez, la diététique a tranché. Voilà, je vous renvoie des diététiciens. Je travaille beaucoup avec des diététiciens et certains sont totalement imprégnés de cette morale de restriction, d'éviction, etc. Tout ce qui ne collabore pas au bien nutritionnel, vous voyez, la morale, le bien et le mal, collectif, tout cela doit être liquidé. Voilà ce que disait Philippe Muret. Voilà, en déplorant cette idéologie moderne. Alors, on vous a parlé tout à l'heure des biais, les mauvais aliments. Le professeur Legrand a dit très justement, avec des preuves scientifiques, n'est-ce pas, très détaillées, qu'il n'y a pas de mauvais aliments. Il faut retenir ce message-là parce que, regardez la diapo de gauche, lorsqu'on fait un Nutri-Score, on vous dit bon et mauvais. C'est une simplification morale, vous voyez. Bien sûr qu'il y a des aliments moins sains que d'autres. Mais le foie gras est à E, vous êtes d'accord ? Sinon à F, si ça existe, n'est-ce pas ? Donc, en fait, on moralise l'alimentation. Et là encore, à Paris, beaucoup d'utilisateurs de Yuka, vous savez, l'application... Alors, pourquoi ne pas surveiller son alimentation ? Il y a de la malbouffe, il y a des choses de provenance inconnue, etc. La viande chez Lidl, par exemple, je ne sais pas d'où elle provient exactement. Bon, parfois, je ne sais pas si c'est de la viande française, etc. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui vendent. Il y a des gens de Lidl, je suis vraiment désolé. Mais les emballages sont indéterminés. Je vous dis ça comme ça, moi. Je ne vois pas d'étiquette souvent, c'est des gros trucs de 3 kilos. Enfin bref. Passons sur Lidl, désolé pour ceux qui y travaillent, ou qui fournissent Lidl. On en reparlera. Mais Yuka, vous savez... On prend cette habitude-là de scanner les aliments. C'est un travail de police, vous êtes d'accord ? On scanne les aliments
Comme on scannait les passes, les autorisations de sortie, vous savez, à un moment, c'est ce truc absurde, l'auto-autorisation de sortie, pour savoir si c'est bon ou mauvais. Là encore, vous voyez le changement. On ne regarde plus si un aliment est bon au sens du goût ou pas bon, mais on regarde s'il est bon moralement ou mauvais moralement. Vous voyez le glissement ici, orthorexique, très très affirmé. Alors, moi je parle de mal carné aujourd'hui pour certains par rapport au mal incarné. On parle aujourd'hui de carnisme. Voilà, ces mots n'ont pas été prononcés encore, mais vous savez que les antispécistes, je peux dire quand je suis intervenu chez les antispécistes une fois, ils ne m'ont pas réinvité. Il ne fallait pas l'inviter. Ce n'est pas un public conquis comme vous d'avance. Et au contraire, je les ai choqués. Et ils peuvent être très violents. Heureusement qu'ils ne sont pas forts, donc on peut se sortir rapidement. Ils sont plus enclins à avoir des maladies. Ça m'a fait plaisir, professeur Legrand. C'est-à-dire, évidemment, les maladies mentales, on le savait déjà. Je pense que c'est la cause plus que la conséquence pour répondre à ça vraiment librement. Mais j'ai vu aussi que vous avez plus de chances d'infarctus. C'est rassurant de se dire qu'on restera entre amateurs de viande à la fin. Bon, voilà, donc on parle de carnisme ou carnivorisme. Vous voyez, les termes déjà sont des condamnations morales, n'est-ce pas ? Alors, on vous a parlé de la corrélation entre la viande rouge et les maladies cardiovasculaires. Fausse corrélation qui a été démentie par la vraie science. Mais il y a eu aussi des études, le professeur Legrand en avait parlé, mais une étude qui est particulièrement choquante, qui faisait un lien entre consommation de viande rouge et violence, notamment conjugale. Vous voyez ? Voilà, là aussi démenti par d'autres travaux plus sérieux. Donc vous avez une propagande morale incessante qui, sous prétexte de sensibiliser à la cause animale, vous connaissez les acteurs antispécistes, bien sûr, vous en souffrez peut-être, recourt à l'intimidation morale. Et elle touche notamment, on va le voir tout à l'heure, des publics jeunes, les publics un peu vulnérables, je veux dire qui sont un peu perméables à ce genre de discours, voilà, en utilisant beaucoup d'images chocs. Je vais vous en montrer quelques-unes, d'images chocs, dans la volonté très expresse, très manifeste d'inspirer le dégoût moral. Voilà, si c'est moi qui le fais. Oui, vous êtes autonome là-dessus. Alors, voilà, ce n'est pas vos viandes à vous, mais regardez la pratique. Je ne sais pas si vous avez vu une horrible pub qui passe en ce moment, notamment au cinéma, où quelqu'un mange du jambon devant un cochon éberlué. Vous avez vu cette pub ou pas ? Il y a un cochon qui regarde avec pitié, compassion, vous l'avez vu, Hélène, qui regarde quelqu'un qui prend du plaisir à manger du jambon, voilà, comme une provocation pour le cochon. Et après, on vous dit, pas d'inquiétude, c'est un jambon veggie. Alors, à ne pas manger, hein, bien sûr. Un jour, j'avais fait ce test, vous savez, avec mes enfants, je leur avais fait un steak végétal pour voir s'ils allaient se rendre compte. Alors, mon fils boxeur, au bout de deux bouchées, s'est dit, c'est quoi cette merde ? Je ne peux pas manger ça. On ne peut pas le tromper, il sent le veggie, il a un nez pour le veggie. Donc voilà, regardez, c'est efficace pour les enfants. Je pense que vous, ça ne vous fait rien. Qui a ri quand la mère de Bambi se fait tuer ? Qui a ri ? Non. Bon, il y a des tas d'enfants qui ont pleuré, bien sûr, vous le savez. Mais là, vous voyez, il y a une confusion essentielle, c'est qu'on vous présente l'animal vivant, comme si on mangeait encore les animaux vivants, vous voyez ? Voilà le petit raccourci que font les animalistes. Donc on vous dit, regardez dans les yeux l'animal. Alors déjà, l'animal ne regarde pas beaucoup dans les yeux, bien sûr, mais regardez-le pendant que vous le mangez. Voilà, intimidation morale. Si tu regardes dans les yeux, tu ne pourras pas le manger, etc. Et là, vous voyez des actrices, bien sûr, et des commentatrices américaines qui disent « J'ai soudain pris conscience que la viande que je mangeais, en fait, c'était un poussin. » Bon, pourquoi est-ce qu'elle mange des poussins ? C'est une autre question, mais voilà, donc je ne pouvais plus assumer cela. Vous voyez, il y a une sorte de conversion religieuse, on va le voir dans un instant. Voilà, ça c'est plus... vous connaissez ces pubs-là qui sont voilà, affichés dans le métro, etc. C'est un bœuf qui parle, là, vous en sortez très bien, c'est en côte de bœuf, moi non. Voilà, alors, bon, c'est un peu facile, mais c'est efficace. Voilà, je pense que c'est efficace. Et là, je ne vais pas vous dégoûter de la viande, mais je pense que c'est peu probable. Ici, avec les véganes, ça marche très bien. C'est un artiste, enfin, si on peut appeler ça un artiste, contemporain russe, Tsikhalov. Alors, il fait ça en Ukraine, non, je plaisante pas, en ce moment, qui a fait une exposition horrible qui s'appelle Meat, viande, tout simplement, viande rouge, où il assimile, vous voyez, le raccourci est très puissant. J'avoue que ça marche, n'est-ce pas ? Enfin, chez les gens qui déjà doutent de l'utilité de la viande rouge, il représente, vous voyez, la viande rouge avec des images de guerre. Iwo Jima, ici, des kalachnikovs, alors des filles sexy, bien sûr, ça, on ne peut pas se le refaire, les artistes, bien sûr. Un masque de guerre en viande rouge, puis un bouclier et une arme. Voilà, vous voyez, c'est de la propagande très efficace, je pense, pour dégoûter. Le but est de dégoûter de la viande. Voilà, peut-être je termine sur ce premier moment.
Si je conclue rapidement, je ne vais pas vous lire tout ça, mais comment analyser cette vision du monde qu'on voit dans cette propagande perpétuelle et systématique qui vise notamment les enfants et les adolescents? Eh bien, il y a une sorte de repentance ici vis-à-vis aussi de notre passé d'omnivore. Vous voyez, il y a plein d'études qui se veulent scientifiques qui disent que l'homme n'était pas un omnivore avant le néolithique. Vous avez peut-être vu ça, hein? Il y a des thèses qui sont contestées scientifiquement, notamment une thèse qui a fait scandale, les gens ont dû démissionner pour l'avoir admise à soutenance, de gens qui disaient les femmes ont été privées de viande, voilà pourquoi elles sont plus faibles, plus fragiles. Voilà, c'est une confusion historique. Et on était des chasseurs-cueilleurs jusqu'au néolithique. Et c'est qu'au néolithique, avec l'agriculture, qu'on a commencé à manger de la viande. Donc l'homme n'est pas essentiellement un omnivore, il est par accident, depuis 15 000 ans seulement, etc. Voilà, vous avez cette idée-là. Donc il faut revenir sur cette aberration de l'histoire, en quelque sorte, et redevenir végétarien, si on l'a été. Alors, comme l'a dit Philippe Descola, un mot sur cet anthropologue génial au Collège de France, Philippe Descola disait, en fait, il n'y a que les Occidentaux qui parlent de la nature et de l'animal. Voilà. Ça, les Chinois ne parlent pas de la nature. Ils ont un mot qui est plutôt la nature en mouvement, la transformation. Vous voyez, c'est nous qui avons objectivé la nature et l'animal, qui les regardons comme des choses, des objets. Et nous voulons sauver les animaux alors qu'ils ne nous ont rien demandé. Vous voyez, voilà. On a cette vision. Il faut se repentir d'avoir été le prédateur des animaux et les sauver. Et Francis Wolff, qui est un professeur de philosophie, qui a écrit un livre que je vous recommande. C'est un livre court, c'est pas du tout compliqué, c'est la philosophie très abordable. Il fait un parallèle entre le post-humanisme que vous connaissez, cette volonté de dépasser l'homme par le haut, et l'animalisme qui est une volonté de le dépasser par le bas. Vous voyez, honte de soi de l'humain, de l'homme, qui n'ose plus s'assumer tel qu'il est, omnivore, ayant utilisé l'animal un peu à ses fins, etc., et qui revient sur cette humanité-là qui lui fait honte désormais. Voilà. Donc, on veut faire de ces deux côtés-là une réforme morale de l'humanité pour la rendre prétendument meilleure. Voilà. On est sur un vrai terrain moral, Yanis Constantinès. Moi, quand je vous écoute, j'ai envie de dire, vous parliez de religion tout à l'heure, c'est quasiment sectaire, non? Alors, je vous remercie, Jérôme, pour cette question spontanée. Je vais y répondre. Voilà, pas du tout préparé. C'est que le véganisme, alors je ne peux pas l'établir ici, mais je pourrais le faire parce que j'ai étudié vraiment, j'ai fait l'effort de lire leur texte. C'est une expérience un peu traumatisante. On a envie de manger de la viande après pour se racheter. Mais le véganisme est clairement une secte ou même une religion de substitution. Vous voyez, à une époque où il n'y a plus de religion majeure, voilà, qui propose un récit fédérateur, etc. On peut faire une relation, je l'ai fait dans certains articles, notamment dans Réalité pédiatrique, vous savez, à propos du véganisme, voilà, et de sa capacité de fasciner aujourd'hui. En réalité, si vous regardez l'histoire, les philosophes raisonnent toujours de manière diachronique à travers l'histoire, on voit qu'il y a eu des périodes de crispation alimentaire, des périodes de décadence, je peux le dire rapidement, où on voit notamment cette décadence reflétée dans la honte de s'alimenter et le refus parfois de s'alimenter. Pas au sens de Brahim qui, lui, le fait pour faire le cut, pour faire le poids, mais pour des raisons morales. Alors, je vous renvoie à la gnose, c'est très peu connu, les gnostiques. La gnose veut dire connaissance en grec. Les gnostiques, c'était des contemporains des chrétiens, qui déjà, si vous lisez leurs textes, ils ont été tous publiés, on les a retrouvés en Égypte au XIXe siècle, à Nag Hammadi. Si vous lisez les textes des gnostiques, vous pourrez lire un texte d'anorexique ou d'orthorexique d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ils se disent, il ne faut pas s'alimenter parce que c'est une prostitution de l'âme qui tombe dans le corps. Manger de la viande, c'est rester dans ce monde. Vous voyez, ce monde est mauvais. Il faut fuir ce monde. Vous avez des discours, je pense, dont la résonance avec notre époque vous touchera. Plotin, qui lui est un néoplatonicien, ce n'est pas un gnostique, mais c'est la même époque, vous dit que l'âme est lestée par le corps. Vous voyez, toujours la question du poids. C'est-à-dire, manger de la viande, c'est être rivé au sol, engoncé. Voilà, moi qui fais à peu près le double du poids d'Ibrahim Masloum, qui suis dans une autre catégorie. Voilà. Bon, j'ajoute que... Je dis un mot quand même, Brahim, parce que je suis vraiment ému de vous rencontrer. J'ajoute que ça nous a fait de la peine que vous arrêtiez au sommet, Brahim. On aurait tous voulu que vous continuiez, mais on a respecté votre choix. On a vu que Tony Yoka récemment a fait le choix inverse, c'est que ça n'a pas marché. Bon, donc, je vois qu'il y a des amateurs de boxe. J'adore. Je ne sais pas si vous avez vu Betrébiev contre Bivol, le jour, énorme combat. Donc,
nous avons ici un mélange de culpabilité. Culpabilité d'être incarné chez Plotin. Plotin parlait de cette culpabilité dans un corps. Pourquoi je suis soumis à des besoins? Pourquoi je dois déféquer? Pourquoi je dois uriner, etc. Et mélange d'hygiénisme. Ça, on le verra dans la détox dans un instant. Il y a un aspect hygiénique. Il faut se purifier. Vous voyez? La détox, pensez à la détox. On n'a pas besoin de détox. Hein. Le corps détoxifie naturellement, se détoxifie naturellement. Donc on vous vend de la détox, c'est des jus horribles, du kombucha, des trucs comme ça, qu'on peut ne pas boire, hein, pour se purifier les intestins, le côlon, etc. Voilà. Donc vous avez un mélange très sournois de culpabilité induite et d'hygiénisme moral. Alors, je conclus en disant que le véganisme est une idéologie messianique carrément, parce qu'elle cherche à convertir les autres. Alors, je pense qu'il y a peu de chance, là encore, avec vous, mais c'est très efficace en école d'art, dans le Marais, dans plusieurs endroits, parce que c'est la voie du progrès. On a fait des auditions avec Patrick Tougnan, qui est un grand viandaire aussi, et chef de nutrition à Trousseau, de nutrition pédiatrique. On a fait des auditions à l'Assemblée nationale, il y avait toujours des animalistes dans la salle, vous voyez, et les députés, qui ne sont pas des députés du terroir, vous savez, sont toujours à l'affût d'idées progressistes, d'idées nouvelles. Et le véganisme est à la mode, alors que c'est quelque chose d'ancien, vous le voyez ici. Semble à la mode, semble être la tendance progressiste, donc on veut volontiers la soutenir, même si ces députés-là, eux, mangeront de la viande, bien sûr, ne seront pas véganes, mais de manière opportuniste, ils vont aider ces gens-là. Donc, on vous invite à une conversion, on va voir quelques slides là-dessus, à une conversion quasi religieuse. On vous demande de changer de mode de vie, de changer de vie. D'où un prosélytisme, vous savez, acharné, hein, dans les médias. La puissance médiatique des véganes, vous le savez très bien, est inversement proportionnelle à leur nombre réel dans la population, pour l'instant. Puissance médiatique de feu, hein, vous le savez, avec beaucoup de relais dans les médias, au cinéma, etc. Et ce prosélytisme est assez tyrannique parce qu'il nie la liberté alimentaire de chacun. Voilà, on vous dit quoi manger, pour le dire brièvement. Alors, j'ai mis cette diapo qui nous a valu une discussion très intéressante avec Vanessa. Voilà, je passais un jour dans le métro, je vois, nous sommes des individus, pas des tricots ni des gigots, go vegan. Alors, moi, j'ai pas envie d'y aller, mais comme me disait Vanessa très justement, il n'y a pas seulement la condamnation de la consommation de viande ici, mais aussi des coproduits, des produits dérivés, la laine par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est vrai que les véganes, ça c'est étrange, hein. Alors, ils ne sont pas sensibles au cri de la carotte non plus, mais les véganes interdisent les produits, la consommation de produits des animaux, qui ne leur fait pas de mal. Ça ne fait pas mal à la vache qu'on boive son lait, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a un schéma marxiste, comme on le disait avec Hélène et Vanessa, un schéma marxiste ici qui est plaqué sur l'exploitation des animaux, comme on exploite des travailleurs. Je vous renvoie à un livre dont Hélène m'a parlé d'ailleurs, La lutte des classes et des sexes dans l'assiette, récemment. Voilà, ces livres très excessifs qui vous disent en fait, nous traitons les animaux comme nous traitions les ouvriers au XIXe siècle. Nous les exploitons pour prendre leurs produits, etc., leur travail, ne pas le rémunérer. Voilà. On a cet anthropomorphisme grossier appliqué aux animaux. Alors, ça c'est... Je vous invite à regarder un petit peu ça, parce que je vais essayer après de vous proposer des solutions ou des contre-attaques, si on peut dire. C'est un livre qui est sorti aux États-Unis, qui a un grand succès éditorial. Je vous dis, c'est un mouvement qui grandit, il ne faut pas se leurrer sur les chiffres actuels. Vegan is Love, c'est déjà traduit en français. Toutes les bibliothèques municipales l'ont acheté. Vous voyez, idéologie, toujours, on est à l'affût de ces choses-là. Feuilletez ce livre, c'est effrayant. C'est effrayant, c'est-à-dire on vous dit, c'est des éléphants qui viennent vous voir en disant « ne me mange pas », enfin pas l'éléphant, hein, ou la brebis, etc., « ne me mange pas », vous savez, on a des sentiments aussi, nous sommes quasiment humains, etc. Voilà, un pédopsychiatre a dit que c'était le livre le plus inquiétant adressé à la jeunesse depuis toujours. Vous voyez, avec Vegan is Love. Est-ce que c'est vraiment de l'amour, ça, d'encourager les enfants à avoir des déficits en B12, en fer, etc. Je ne crois pas. Voilà. Donc, on passe au troisième moment, Jérôme, peut-être? Ah, c'est vrai, on avait préparé une question, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Je sais pas, c'est à toi de voir. Du coup, vous disiez que vous alliez proposer des réactions, des solutions. C'est quoi les réactions? C'est quoi les solutions? Et c'est quoi dyspepsie? Alors la dyspepsie, je pense que vous connaissez ce mot, c'est la difficulté à digérer. C'est les gens qui doivent marcher beaucoup. J'avais un oncle comme ça qui devait marcher au moins 10 km après chaque repas pour digérer. C'est vrai, ça remontait tout le temps, il avait des reflux, on va dire. Donc la dyspepsie, c'est l'incapacité à digérer. Et moi, je le prends comme métaphore, mais à peine métaphorisé, pour dire c'est cette difficulté à faire passer, non pas la viande, mais tout ce qui est autour de la viande, tout ce qu'on a projeté comme valeur.
Parce que la viande est une métaphore, comme vous le savez. La viande n'est pas juste une réalité dans votre assiette, mais elle véhicule des représentations. Voilà, je vais parler de ces représentations à présent. Et donc la dyspepsie, c'est la morale qui vous empêche finalement de manger innocemment. Vous comprenez? Voilà, les représentations morales qui vous empêchent de manger spontanément. J'ai vu un film récemment, il est rare de trouver des bonnes choses sur Netflix, parce que moi je regarde beaucoup et je vois rien finalement. Je parcours, je ne sais pas s'il y a des gens comme moi, je regarde pendant 20 minutes si je peux voir quelque chose, puis j'abandonne parce que je ne trouve rien d'intéressant. Finalement un jour quand même je tombe sur Nox, un film avec Michael Keaton, je fais bon, ça doit être un genre film d'action bien méchant, voilà, détente. Et là à un moment, il retrouve son fils qu'il n'a pas vu depuis 6 ans, je vous raconte rapidement juste cette scène, elle est drôle, je pense que je vais la mettre dans des futurs diaporamas. Il rencontre son fils, il n'a pas vu depuis 6 ans, qui est devenu vegan. Le fils, entre-temps, il a mal tourné en l'absence du père, c'est normal. Voilà, voilà. Et donc, il lui fait, voilà, je te conseille les ribs ici, elles sont magnifiques. Donc, il amène une grande assiette à l'américaine de ribs. Et le fils lui dit, non, non, je suis vegan et tout, mais il vient de tuer quelqu'un, il demande l'aide du père qui est tueur à gage. Enfin bref, c'est une histoire complexe. Et là, le fils, au bout d'un moment, il lorne sur les ribs, vous savez, et puis il fait fuck it, et il prend des ribs. Bon, j'adore cette scène, elle est simpliste, mais j'adore. Et là, le fils dit I was starving for 6 years. J'avais la dalle depuis 6 ans. Et là, enfin. Alors, voilà, c'était juste. Je peux me le permettre. Dans un congrès animaliste, je me serais fait. Bon, déjà, pas invité, mais liquidé depuis longtemps, si j'avais dit ça. Voilà, ça, c'est des petits plaisirs. Je ne sais pas si vous avez vu le film Barbac. Ça aussi, c'est un plaisir. Quelqu'un a vu Barbac, la comédie? Oui. Alors, avec le beau-fils vegan, c'est énorme. Bon. C'est un peu simpliste là encore, mais c'est rigolo. Alors, il est temps peut-être de conclure rapidement. Vous vous souvenez que récemment, on a dit que le barbecue était une preuve du virilisme de la société, persistant. Alors, je ne sais pas si la société est aussi virile qu'avant, hein. Je pense qu'elle a un peu changé. Donc, voilà, j'ai galéré pour trouver une photo de femme dans un barbecue. Sandrine Rousseau a dû épurer le net là-dessus. Mais voilà, je dirais que dans un barbecue, vous savez, mais je suis sérieux, dans un barbecue, on a parlé de la convivialité tout à l'heure, Jérôme, tu as parlé de la convivialité de la viande, bien sûr, la viande comme la valeur de la viande, la convivialité, le partage. Dans un barbecue, on va se poser moins de questions. On n'est pas seul face à son assiette. On ne voit pas l'animal se matérialiser et nous parler, nous dire « ne me mange pas », n'est-ce pas? Voilà, c'est plus « ne me quitte pas », c'est « ne me mange pas ». Donc, dans le barbecue, on peut enfin se laisser aller, vous voyez? Se laisser aller et oublier tous ces freins moraux qui nous empêche de bien manger et de manger sans culpabilité. Il faut dépasser cette culpabilité-là. Donc voilà, j'ai mis cette idée-là. Alors, il faut démoraliser, je vais finir par les recommandations promises, il faut démoraliser et déculpabiliser notre rapport à la nourriture. Je pense qu'aujourd'hui, allez, je vais oser un chiffre au hasard, 80% au moins des gens se posent des questions sur l'alimentation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. 80% des gens au bas mot sont des mangeurs un peu contrariés. Ils se disent toujours, est-ce que je mange bien? Est-ce que j'ai mangé assez de légumes? Est-ce que ceci, cela? Voilà. Autrement dit, ce matraquage, qui est aussi un matraquage étatique, 5 fruits et légumes par jour, c'est une injonction absurde. 4, ça va, 6, c'est trop. Enfin, voilà, c'est absurde. C'est des injonctions beaucoup trop normatives. Donc, déculpabiliser notre rapport à la nourriture, parce que les jugements de valeur ont tendance à nous couper l'appétit. En plus d'une victoire aux Jeux Olympiques, les jugements de valeur. Vous voyez, si je commence à dire, oui, la viande... Vous savez, moi, on me fait un truc nouveau qui est assez efficace. On me dit, mais l'odeur de la viande dans la casserole, quand tu l'as laissée, tu l'as oubliée quelques heures. C'est vrai, c'est un peu... voilà, c'est pas très engageant. Donc voilà, on joue sur l'essence, on joue sur les représentations. Donc il est essentiel, on a parlé de bientraitance animale dans la vidéo tout à l'heure, essentiel de distinguer le bien-être animal, dont vous êtes tous convaincus, je pense, vous connaissez les animaux, contrairement à ceux qui les défendent sans les connaître, et l'alimentation saine. On fait des raccourcis entre le bien-être animal et l'alimentation saine pour tirer vers l'orthorexie. Donc voilà, le but, c'est de retrouver le plaisir de manger sans restriction morale. Alors, dernière diapo, et ma recommandation, si je n'ai pas trop débordé, ma recommandation essentielle pour vous, le combat se passe plus que jamais aujourd'hui sur le plan des représentations. Je pense que si vous parlez d'azote, hein, ça ne passera pas à la télé, clairement. Si on fait une démonstration scientifique, on n'est pas audible, malheureusement, aujourd'hui, dans notre époque médiatique. Hein, je parle sous votre surveillance, Jérôme. Ce qu'il faut faire, c'est insister sur les choses positives. Je vous renvoie à ce livre qui est grand public, qui est très intéressant, d'Alexandre Stern, Le singe cuisinier, qui montre, vous voyez, c'est la réponse au vegan tout à l'heure avec l'animal vivant dans l'assiette, qui montre que c'est la cuisson qui nous a rendus humains. La cuisson
Voilà, Lévi-Strauss l'avait déjà montré dans Le cru et le cuit. La cuisson nous a rendus humains. Nous ne mangeons pas cru. Hein. Enfin, les gens qui mangent des sushis, bien sûr, et des choses comme ça, mais nous ne mangeons plus cru essentiellement. La cuisson, comme vous le savez, a permis de libérer de l'énergie qu'on mettait dans la digestion quand on mangeait du cru, comme les animaux, et qui a permis de développer le cerveau. C'est un fait scientifique. La viande nous a humanisés. Loin de nous animaliser ou de nous bestialiser, la viande nous a humanisés. Voilà ce qu'il faut dire. Vous voyez, ça, c'est un message, je pense, audible, de dire si on n'avait pas mangé de la viande, on ne serait pas devenu réellement humain. Parce qu'on a vu les besoins qu'il faut en protéines animales pour développer le cerveau, etc. Donc la digestion a été facilitée par la cuisson, bien sûr, ce qui a permis à cette énergie-là de se transformer en énergie mentale. Voilà, j'ai terminé pour ma part. Eh ben, merci beaucoup. Merci, Yanis Constantinas.